7 ans de dit mariage, bon, les 7 ans, c'est les noces de laine, je crois. Hein. Bon, on les retrouve dans les contes et dans des tas d'expressions. Tourner la langue 7 fois dans sa bouche. Alors, Gilles Tréchard, il y a un couple qui a choisi de se marier ce week-end à la mairie aujourd'hui et demain avec les amis et l'église, c'est Tony Parker. Tony Parker, je ne les ai pas rencontrés pour faire le livre, mais c'est assez intéressant parce que je me suis rendu compte que c'était un peu parti de ça. On en a beaucoup parlé, il y a eu une sorte d'écume autour, et après le département de la 07 de l'Ardèche a embrayé dessus. Mais je voulais juste te faire raconter, pour faire ce livre, je suis allé chez les industriels, dans le monde économique aussi. J'ai vu des stars de l'économie. Et chez les constructeurs d'automobiles, je me suis rendu compte à quel point ils tiennent compte de ces chiffres. Attendez, vous nous parlez de qui là, par exemple? Alors, je ne vais pas citer de marque, si. Ah bah allez-y. Non, mais j'ai interviewé Christiane Peugeot dans le livre. Qui est superstitieuse. Elle en parle, qui elle justement est rebelle. Mais elle m'a parlé des situations donc, chez Peugeot, Jacques Séguéla parle chez Renault. Jacques Séguéla, il a failli ne pas être publicitaire à cause de bêtises ou d'erreurs. On ne peut pas dire d'erreurs d'ailleurs, c'est de petites fautes de goût qu'il a fait. Parce qu'à l'international, le 8 ou le 7 ou d'autres chiffres n'ont pas la même signification. Donc à l'exportation, ça peut être très dangereux. Il y a des marques automobiles qui ne portent que des numéros, par exemple. Qui portent que des numéros. Donc chez Peugeot, c'est principalement le cas. Ils font attention quand ils lancent un modèle, quand ils exportent. Le directeur des relations internationales de chez Renault et de chez Peugeot aussi tiennent compte maintenant des superstitions de plus en plus parce qu'ils ont eu c'est pas des échecs, mais ils ont eu des déboires sur les marchés étrangers. C'est pour ça que la 1007 se vend moyennement bien, parce que 7 et 1, ça fait 8 et pas 7. C'est un peu ça, mais surtout avec le 8. Le 8 il n'y a pas eu le problème de la Renault 117 en Italie? La Renault 117 en Italie, par exemple. Pourquoi 117 en Italie? C'est 17 qui est le chiffre très maléfique en Italie, parce qu'en chiffre romain, c'est l'anagramme de Vichy qui veut dire, Vichy, enfin, je ne suis pas très bonne latiniste, qui veut dire je suis mort, enfin j'ai vécu, donc je suis mort, donc c'est un signe de mort. Le X, le V et le I, ça fait, et 2, pardon, ça fait presque Vichy, comme on dit en latin, et ça veut dire j'ai vécu. Voilà, et donc, je suis mort. Donc c'est de mauvais augure. Ils ont été obligés de transformer le nom. En revanche, Boeing, on revient au 7. Boeing 777, alors les 737, les 747, et le Mus du Mus, encore une fois, ils ont lancé le 777. Ouais. Alors, oui, allez-y. Juste très rapidement, sur le 13, on parlait du 13 à l'instant. Sur le 13, quand on voit que par exemple un sommet européen à Matignon, à l'époque de Michel Rocard, et ils se rendent compte qu'ils sont 13. Et ils demandent à, peut-être pas un employé, mais quelqu'un qui est là, un conseiller dans un bureau, venez, on sera plus 13, on sera 14. Quand on pense que des gens qui ont fait l'ENA, Polytechnique, qui nous dirigent, tiennent compte de ça. Alors, qu'est-ce que vous en pensez de cet aspect? Parce qu'on peut penser que finalement, pour se faire plaisir, se marier, il y a le côté ludique, se marier le 7 juillet 2007, mais qu'une entreprise qui produit des voitures fasse attention à la superstition, là, on se dit ça ne veut pas dire forcément que cette entreprise, oui, ça ne veut pas dire forcément que cette entreprise est superstitieuse. Elle sait que ses clients risquent de l'être et que ça risque de leur coûter cher s'ils sortent une voiture qui s'appelle la 13, par exemple. Ça, je pense qu'en effet, ils ne prendront pas ce risque. Mais en revanche, quand on voit des chefs d'État, on peut s'étonner que des gens qui soient aussi ancrés dans le réel, semble-t-il, puissent être sensibles à la superstition. Mais je dirais que c'est encore une fois tout à fait normal et que nous le sommes tous et que chacun d'entre nous ici, aussi rationnel, aussi matérialiste soit-il, a toujours au fond de sa poche quelque chose pour lui porter bonheur. Frédéric Lenoir, il y a des gens particulièrement érudits ou très cartésiens, mais pour qui, par exemple, dans leur famille, enfin, c'était le cas, par exemple, dans certaines familles que je connais bien, chrétiennes, on ne mange pas de pain sans avoir mis une croix derrière, on ne brise pas le pain sans l'avoir fait, ou alors on ne mange jamais à 13 à table. Oui, mais alors là, même quand on a fait Polytechnique, on n'est pas forcément sur de la superstition, on est aussi sur de la tradition. Oui. C'est-à-dire qu'il y a aussi des coutumes, des usages, des traditions religieuses qu'on cherche à revivre. La superstition, c'est un peu autre chose, c'est qu'on n'est plus enraciné dans une connaissance, on est sur quelque chose dont on ne connaît même plus forcément la signification, parce que dans tous ces gens qui sont sensibles au 7 ou au 6 ou au 13, combien connaissent effectivement la signification originelle, qui est souvent religieuse ou mythologique? La plupart ne connaissent plus. Mais on a associé effectivement un chiffre avec une idée qui va nous porter bonheur ou malheur. Et j'ai envie de dire, c'est ça qui est important, c'est qu'on y croit. C'est qu'à partir du moment où on est convaincu qu'un chiffre va nous porter bonheur, eh ben, je crois qu'il peut nous porter bonheur. Oui. C'est-à-dire que la pensée, effectivement, est capable de créer, on le sait maintenant aujourd'hui très bien, des événements heureux si on fait de la pensée positive. Alors vous croyez par exemple qu'un chiffre vous porte bonheur? Alors, je crois pas que quelque chose vous porte bonheur? J'ai remarqué que je suis né un 3 juin.
Et j'ai remarqué que le chiffre 3 me poursuit. Donc j'habite dans un lieu-dit qui s'appelle les Trois Rois. Avant j'habitais dans les Trois Pierres. Je constate ça, donc ça m'amuse. J'en tire aucune conclusion particulière. Mais c'est vrai qu'on remarque tous des fois que des chiffres nous sont étrangement associés. On a le sentiment que les chiffres nous poursuivent. En réalité, c'est nous qui les poursuivons, ces chiffres. Je crois qu'il y a quelque chose de cet ordre. Alors, en effet, il y a quelque chose... Bon, quand on parle du 13, on sait à quoi ça fait référence, évidemment. Le chiffre 13, les 12 apôtres, Jésus, ça c'est un peu mal terminé, on le sait. Donc il y a quelque chose qui est resté, évidemment, qui est ancré complètement dans l'histoire de la religion. Mais en revanche, ça vient de la scène, absolument. Mais très à table. Oui, très à table, voilà. Alors que la superstition peut s'attacher à des objets qui n'ont aucune valeur symbolique sur le plan ni religieux ni culturel. Un petit bout de laine, une mèche de cheveux, quelque chose. Et là, on trouve ce que Freud appelait très joliment, pour nommer la superstition, une religion privée. C'est assez joli. La superstition, c'est une religion privée avec ses rites, avec ses rituels, avec ses objets de culte, et c'est tout à fait intéressant. Héloïse Mozzani, alors par exemple, expliquez-nous pourquoi, puisque vous êtes l'historienne des superstitions, pourquoi par exemple dans les théâtres, il ne faut absolument pas porter de vert. Le vert est proscrit, ça vient de quoi? Alors, on pense que le vert a toujours été une couleur très difficile à fabriquer, et qu'on ajoutait probablement de l'oxyde de cuivre ou un produit toxique qui, avec la transpiration, c'était des cas de mort. Empoisonnait les... Après, il y a la rumeur et la légende. On a dit que Molière était mort en jaune sur scène, alors qu'il n'est pas mort du tout sur scène, il est mort après. Mais enfin bon, le jaune est devenu le vert. Chacun, quand on parle, d'ailleurs, je crois que dans le livre de Gilles Trichard, on en parle aussi. Chacun sa petite histoire sur le verre, mais on ne sait pas réellement. C'est la superstition la plus ancrée que je connaisse, avec peut-être du chat noir, mais en réalité, elle n'a pas, pour moi, de vrai fondement. Et ça s'est étendu parce que dans l'audiovisuel en télévision, beaucoup refusent le verre aussi. Alors, par exemple, la patte de lapin, ça porte bonheur, mais le lapin sur un bateau, c'est proscrit aussi. Pourquoi? Alors, la patte de lapin... Même le mot lapin. Alors ça, c'est très ancien, le lapin, parce que c'est des millénaires... Et ça vient de quoi? C'est parce qu'au départ, on a confondu le lapin avec le lièvre sauvage, dont les petits naissaient les yeux ouverts. Le lièvre sauvage. Et donc, on pensait qu'il avait été en relation avec tous les mystères de la vie. Et on en faisait donc un animal magique. Bon, et c'est vrai que reconnaître un lièvre, un lapin, il y a des millénaires, c'est un peu emmêlé. Et donc, c'est passé sur le lapin. C'est plus facile quand même d'avoir une patte de lapin ou un lapin dans son entourage qu'un lièvre. Et donc, c'est devenu un porte-bonheur, mais surtout au jeu, je crois. Je ne connais pas beaucoup de gens qui ont des pattes de lapin. Je crois que c'est un peu passé de mode. Et dans les bateaux, on dit que c'est parce qu'autrefois, ils mangeaient les cordages et puis les embarcations en bois. Comme les lapins mangeaient les cordages, évidemment, c'était dangereux autrefois, mais par extension... Parce qu'on les embarquait pour la nourriture. Seulement un lapin, ça a des dents, et ça mange tout, et ça peut aussi faire un beau trou dans une coque. Du coup, sur un bateau, tout. Mais ça, c'est très présent. Alors là. Alors, le 7, donc, chiffre qui serait porte-bonheur par opposition au 6 qui lui serait maudit. En tout cas, d'après les numérologues, chacun d'entre nous, on l'a dit depuis le début de cette émission, aurait son chiffre. Mais au fait, qu'est-ce que c'est que la numérologie, science ésotérique sur laquelle se base par exemple un magazine comme Elle pour publier des prédictions chiffrées? Reportage Laurence Deleur et Fabrice Launay. C'est à son domicile que Jean Didier reçoit ses clients depuis 20 ans. Dans son cabinet à l'allure médicale, l'homme ausculte les chiffres et pour 150 € met des mots sur les vibrations supposées qu'il dégage. Votre chemin de vie est un chemin de vie 5 et le 5 représente les mouvements, le changement assez rapide et assez fréquent dans votre vie. Vous avez un nombre de vie en plus qui est le 13 qui correspond à, en numérologie et en tarologie, à une carte qui est l'arcane sans nom, qui annonce une transformation radicale. Donc on a l'impression que quand vous changez en plus sur le plan professionnel, c'est pas pour faire la même chose, mais c'est pour changer carrément de profession ou de passer à autre chose. Je vois par rapport à tout ça un changement de direction professionnelle. Est-ce que vous changez de métier en fin de compte? Oui. Très clairement. Autre chose, différent, totalement. Quelque chose de très, très différent. Les nombres influencent la vie de Marie. Pas question, par exemple, de se faire opérer n'importe quel jour de l'année. On pourrait dire, par exemple... J'ai appelé pour savoir ce que la date était favorable pour... le mois était favorable pour... Voilà, c'est vrai que ça joue. Et elle était favorable, la date? Oui. Donc, voilà, c'est une petite chirurgie toute simple, mais bon. Il y avait quand même une anesthésie, donc voilà, c'est...
Sinon, vous auriez fait changer la date? Oui, j'aurais passé à l'autre mois ou le mois favorable, quoi. Pour vous. Ces photos ostensiblement affichées dans son bureau laissent entendre que des célébrités feraient aussi partie de sa clientèle. Le numérologue est appelé pour les motifs les plus improbables. Il y a des clients qui m'appellent en me disant, voilà, est-ce que telle immatriculation est bonne pour mon véhicule? Est-ce que c'est un véhicule avec lequel je vais avoir la poisse ou je vais avoir des problèmes? Est-ce que le numéro de ma rue, je vais acheter une maison à tel endroit, effectivement, est-ce que ce numéro est un bon numéro ou pas? Donc on est toujours dans la symbolique des chiffres et toujours dans les vibrations que ces choses peuvent apporter. Lui, c'est le monsieur numérologie de la revue Elle. Depuis 1988, il rédige sans se lasser un numéroscope hebdomadaire. Choisis un chiffre, 5. 1, 2, Chacun, 3, en fonction de son jour et de son mois de naissance, a le droit à un chiffre de 1 à 9 et à l'ambiance de sa semaine. Je m'appuie sur la symbolique des chiffres. Alors, par exemple, le 1, c'est le début, c'est le départ. On est tous d'accord pour dire que c'est le 1, c'est le premier chiffre. On est tous d'accord pour dire que c'est le début de quelque chose. Personne ne va nous dire que le 1, ça lui fait penser à 2 personnes. Non. Le 1, ça fait penser à une personne. C'est l'individu. Alors ça peut être la solitude, ça peut être l'indépendance. Donc il y a plein de mots à coller à la symbolique de ce chiffre 1. Et si par exemple j'ai à l'apposer au chiffre 6, qui est l'harmonie, qui est une sorte de perfection, etc., je vais accoler le 1 début au 6, admettons, harmonie. Donc, on peut dire, alors ça peut être le début d'une harmonie, mais c'est un peu plus compliqué que ça, bien sûr, mais c'est comme ça qu'on utilise les chiffres, en juxtaposant les symboles. Derrière ces chiffres, Didier Blot ne voit pas que des quantités, mais aussi des qualités. Les nombres auraient une valeur divinatoire. Là, ça va être un peu dur, du coup. Et c'est pas de la pure invention? Ah non, non. Mais je ne pourrais pas. Je ne pourrais pas faire pendant 19 ans de la pure invention. Je ne pourrais pas. À un moment, j'en aurais marre, à un moment, je serais tari. Non, non, je me base sur les symboles qui sont les symboles humains. Vous savez, la joie, le bonheur, la haine, la tristesse, la mort, tout ça, c'est dans les chiffres, c'est dans les astres. J'invente rien, c'est la nature humaine, je parle simplement de la nature humaine. Cette semaine, pour les 1, un redémarrage est au programme. Chez les 5, c'est le moment d'appuyer sur l'accélérateur. Quant au 7, il faut au contraire se mettre en roue libre. Mais le seul vrai conducteur dans tout ça, c'est le cerveau du numérologue. Alors, finalement, tout à l'heure, vous êtes numérologue aussi, Jean-Daniel Fermier. Vous nous avez fait un certain nombre d'additions et même de multiplications. Et on se dit que finalement, tous les chiffres ont du sens. Question SMS, le chiffre 7, le chiffre 13, le chiffre 6. Quel chiffre n'a aucune signification ? Eh bien, chaque chiffre a une signification, plusieurs significations selon l'étude que l'on fait. Si c'est une étude davantage orientée sur la psychologie de l'individu, ses carences, ses forces. Parce qu'en fait, un nombre en lui-même ne signifie que quelques indications, il ne donne pas un tout. Pour une étude numérologique, il faut tenir compte d'un ensemble d'éléments. On n'étudie pas en numérologie un nombre. Quand j'entends parler d'un nombre, c'est très primaire. En fait, si vous voulez, nous sommes constitués d'un ensemble de nombres. Notre nom, c'est une architecture, avec des lettres initiales, des lettres finales, des lettres répétitives, et ces lettres sont reliées à un nombre. Mais qui a construit cette science, ce que vous appelez la science de la numérologie, cette science ésotérique? Eh bien, elle est là depuis la nuit des temps, elle n'a pas été inventée de façon arbitraire dans les derniers mois ou les dernières années. C'est une science qui remonte à la nuit des temps, puisqu'on en trouve des traces chez les Sumériens. C'est une science de mathématicien ou c'est une science de magicien? Ah, mais à l'époque, c'est-à-dire d'illusionniste. On était à la fois magicien, médecin, astronome, on était tout dans l'Antiquité et au-delà. Donc, si vous voulez, on retrouve les traces de la numérologie en même temps que celles de l'astrologie. Et on l'apprend où? Vous avez fait quelles études pour être numérologue? Eh bien, moi, je me suis intéressé à la science des nombres en découvrant un livre qui était la traduction d'un livre américain qui était écrit par Kevin Avery, qui était surnommé le pape de la numérologie aux États-Unis, parce que, avec le courant du New Age, la numérologie est réapparue, si vous voulez, dans le monde occidental, dans le monde moderne, alors qu'elle avait quand même pas mal disparu, on n'en parlait pas, sauf chez les francs-maçons, dans des confréries un petit peu secrètes, où on étudiait toujours la symbolique des nombres. Mais en fait, c'est revenu dans les années 70, et
Et à ce moment-là, la numérologie est complètement devenue, pour les anglo-saxons, une démarche aussi importante que pour nous la graphologie, par exemple. Alors, est-ce que l'Église proscrit cet attachement aux chiffres, par exemple, et une forme de numérologie, parce que c'est une partie de son enseignement, tout de même, cette symbolique? Oui, mais il y a deux institutions qui condamnent, je dirais, l'usage qu'on peut faire de la numérologie, c'est-à-dire de la symbolique numérologique, à des fins de prédiction, par exemple. Ça va être la science et l'Église. C'est-à-dire que la science va dire que ça ne repose sur aucun fondement scientifique, rationnel, explicable, même s'il y a des fondements dans le réel, mais ce n'est pas... On ne peut pas expliquer rationnellement pourquoi tel chiffre aurait telle vertu ou telle valeur. Et puis, la religion, parce que la pensée magique, c'est l'inverse de la pensée religieuse. On confond souvent les deux. Je crois que c'est peut-être important de rappeler la différence. C'est que dans la pensée religieuse, vous avez un Dieu supérieur, notamment dans le monothéisme, qui est libre de vous donner du bonheur, du malheur, de vous envoyer une épreuve, de vous protéger, etc. La pensée magique, c'est vous qui allez forcer les dieux, qu'elle est forcée de divin. C'est parce que vous allez prendre un talisman, parce que vous allez faire telle invocation, vous allez être protégé. Donc la pensée magique, c'est avoir un pouvoir sur le réel. Et c'est une grande différence avec la pensée religieuse, où on laisse finalement la liberté divine décider du sort des individus. Mais Philippe Grimbert, vous ne pensez pas que finalement, même les croyants ou même les plus cartésiens considèrent que les chiffres, la numérologie, ce sont des signes, soit de la réalité mathématique, soit de Dieu? Mais bien sûr, parce que ces chiffres renvoient à la fois à une réalité historique très ancienne, mais aussi à une réalité psychique. Vous savez, l'inconscient est un calculateur hors pair, autrement plus performant que nos palmes ou que nos agendas. Il se souvient de toutes les dates, il fait des calculs sans que nous en ayons même conscience. Donc c'est quelque chose qui correspond à quelque chose de très profond en nous. Moi, je suis évidemment pas très enthousiasmé par l'idée de pouvoir attribuer une symbolique aussi précise aux chiffres, dans la mesure où, restant fidèle à Freud, qui d'une certaine façon condamnait l'idée de clé des songes, je dirais que dans cette interprétation des chiffres qui conviendrait à tous, où chaque chiffre aurait sa signification précise, ça pourrait pas ça. Oui, ça pourrait renvoyer à l'idée qu'un rêve s'interprète en disant vous rêvez d'une prairie, eh bien ça c'est l'avenir professionnel. Vous rêvez... Non, c'est évidemment, chaque symbole est individuel, c'est-à-dire qu'il fait partie de l'histoire de l'individu, de ce qu'il peut en dire en fonction des échos que ce symbole a en lui. Et pour les chiffres, je pense qu'il y a quelque chose du même ordre, c'est-à-dire que chaque chiffre vous évoque quelque chose de votre histoire personnelle et probablement de l'histoire collective. Alors ce que vous dites, ça nous ramène à la notion même de superstition. Qu'est-ce que c'est que la superstition? Comment vous définissez ça les uns et les autres? L'historienne d'abord. Il y a plusieurs définitions déjà. Alors la plus simple, c'est soit une croyance d'existence, on croyait aux sorciers, aux diables, aux fées, aux loups-garous, donc à des êtres surnaturels. Ouais. Et la deuxième qui est, à mon avis, celle qu'on a conservée, les loups-garous sont rentrés maintenant, on n'y croit pas beaucoup en dehors des faits fantastiques. Il y a des enfants qui croient aux loups-garous encore. Oui, oui, à cet âge, mais pas au nôtre. C'est qu'un événement A va provoquer un événement B. Vous croisez un chat noir, accident de voiture, vous trouvez un cas de fait, un traffic. On ne passe pas sous une échelle parce que c'est un... Voilà, donc c'est que tel événement va automatiquement, parce qu'il n'y a pas de marge d'erreur chez le superstitieux, ça va être automatique. Ça prédestine automatiquement la suite. Oui, c'est ça la superstition. C'est presque un raisonnement de mathématicien alors qu'on en est bien loin. Et sur la superstition, alors il y a quelque chose, dans psychopathologie de la vie quotidienne, Freud, il parle beaucoup de la superstition. Mais il était très superstitieux. Et il dit lui-même qu'il était superstitieux. Alors là, je ne comprends pas. Vous venez de nous dire qu'il n'aimait pas la clé des songes. Non, peut-être pas les chiffres. Moi non plus, et pourtant je suis un petit peu supersticieux comme chacun de nous. Ah oui, on est tous rationnels et irrationnels. Oui, Freud, comme les plus grands, moi, je sais qu'il y a des très grands savants qui ont des gens qui ont eu le prix Nobel, mais qui avaient des fers à cheval au-dessus de chez eux et qui étaient très attachés à des petits des gris-gris, des détails invraisemblables. C'est-à-dire qu'on est tous des êtres qui ont une part le fer à cheval, par exemple? Quelle est la signification du C'est très ancien. D'abord parce que chez les Grecs, c'était le croissant de lune, donc signe de fécondité. Après, il y a le fait que les premières sandalettes, on n'appelait même pas ça des fers à cheval, ont été en fer, et le fer était déjà un métal qui repoussait le mauvais sort. Donc les chevaux perdaient le fer, donc hop, tout le monde se ruait pour attraper un morceau de fer. Bon, après, ça a été évidemment, quand on le pose comme ça, l'initiale du Christ. Et en fait, je crois c'est comme Christ dans le fer à cheval, d'accord. Exactement. Alors, venons-en aussi aux célébrités. On a vu que Tony Parker se mariait ce week-end exprès. D'ailleurs, ils ont choisi cette date exprès ou c'est un peu un hasard? Alors moi,
D'après mes infos, au départ, c'était pas du tout exprès, mais ils ont fait un peu mousser en fait. Le marketing autour de ça, quoi. Il y a du marketing autour de ça, bien sûr. Alors, des stars qui ont des grilleries, des tabous. Vous nous avez cité Elie Chouraki avec le chiffre 7 tout à l'heure. D'autres histoires de... Basile Boli, paraît-il. Je suis très content. Basile Boli, footballeur, qui a fait gagner l'OM en 94, je crois. Donc Basile Boli portait toujours le même slip. Comment? Il portait le même slip kangourou, un beau slip blanc, dont il était très fier. Et en faisant l'enquête, je vais voir Basile Boli, il me montre son slip 13-14 ans. Intéressant comme alors, ça peut paraître anecdote. Alors, je ne me suis pas trop approché d'ailleurs du slip, j'ai regardé comme ça, le temps était passé, et il est très fier, il trône dans son bureau. Alors, au-delà de l'anecdote, ce qui est intéressant, c'est que, je crois que c'est, j'aime pas les citations, mais Balzac disait c'est un tranquillisant à bon marché. Lui, ça le tranquillisait avant les matchs. Ariel Dombal, c'est sa patte de lapin. C'est sa patte de lapin, lui. Ariel Dombal, c'est la superstition liée à son enfance au Mexique. Ne pas marcher sur les rainures entre les pierres. Et elle continue de le faire à Paris, à telle enseigne que l'autre jour, je l'ai aperçue dans Paris, et elle faisait attention à bien marcher sur le passage piéton, sur les marques, pas entre les marques. Ah bah dites donc, là, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ils ont tous les petits gris. Youssou N'Dour, c'est un peu différent. Le chanteur Youssou N'Dour, alors? Youssou N'Dour, c'est parce que son grand-père était griot, il y a l'influence du Sénégal, de l'Afrique. Donc lui, il a un petit objet, mais qu'il ne m'a pas montré. C'est le côté aussi très intéressant chez les superstitieux. Il y a une part d'intimité. On ne veut pas forcément dévoiler son petit jardin secret. Et il a un petit truc avant de montrer en scène. Mais il n'en parle pas, il ne la montre pas. Alors, ce que vous nous dites montre bien qu'il y a aussi, évidemment, on le sait, les publicités pour l'euro-million. Je ne fais pas de pub parce que là, on en est inondé depuis quelques jours. Et donc, il y a une exploitation, évidemment, de ce 777. Il y a déjà un endroit en France à qui le chiffre 7 a apporté le succès, c'est l'Ardèche, puisque le hasard de l'ordre alphabétique lui a conféré, il y a quelques centaines d'années, le 7 sur les plaques minéralogiques notamment. Les Ardéchois ont donc profité de ce samedi porte-bonheur demain pour faire parler d'eux. Le business du 7, c'est le reportage de Romain Clément et Damien Louvet. Au cœur de la région Rhône-Alpes, connue pour ses gorges, réputée pour son vignoble et sa production de châtaignes, l'Ardèche s'offre demain, samedi 7 juillet, dès 7h07 du matin, une nouvelle notoriété. Le département 7e dans l'ordre alphabétique veut mettre son chiffre en valeur. À Privas, la préfecture, la mairie organise 7 ateliers ouverts à tous autour du thème des 7 péchés capitaux. Dans toutes les places de la ville et dans plein d'endroits différents de la ville. Donc il y aura des activités, des animations pour décliner justement ces 7 péchés capitaux. Alors ça passe par, pour la luxure, des contes luxurieux vont être lus à des endroits de la ville. Pour la gourmandise, avec les commerçants, on va faire des dégustations. Et ici, c'est Privas Plage, symbole du farniente et de la paresse. Les organisateurs espèrent attirer touristes et curieux des départements limitrophes. C'est une opération marketing, certes. C'est une opération marketing qui est quand même pas très coûteuse. C'est moins cher qu'une campagne d'affichage dans le métro à Paris, comme certains départements en font, puisque là, on est dans l'action, quoi. On invite les gens à voir ce qui se passe chez nous. Après le sable, autre déclinaison de cette Ardèche en fête à Vaugué, un village de caractère classé comme l'un des plus beaux de France. Dès 7h07 du matin, les plus courageux pourront mettre la main à la pagaie et les pieds à l'eau en compagnie d'un moniteur agréé. J'essaie de remonter un peu. Alors qu'est-ce qui se passe samedi ici là? Alors samedi ici, on va essayer de faire des baptêmes en canoë. Donc avec 6 personnes dans le canoë et un barreur. Donc c'est un canoë assez spécifique qu'on appelle un craft. Donc sur le plan d'eau, afin de faire découvrir le canoë-kayak à des personnes qui n'ont peut-être jamais fait. Et c'est quoi le rapport avec les 7 là? Le rapport, c'est que ce sera des baptêmes de 7 minutes avec 7 personnes dans le même bateau. Pour des canoës à 7 personnes, c'est ça? Voilà, 6 personnes et un barreur. La mère du village, déjà en tenue de tradition, attend surtout le clou du spectacle. Des acrobaties, un son et lumière le long de ce viaduc de 30 mètres de haut. Avec un texte lu par des comédiens dès 23h07 précises. Et les techniques sont les techniques de spéléologie comme ce qu'il y a sous terre, mais là on les met au service du spectacle en son et en lumière. C'est l'histoire d'une petite fille et de sa grand-mère qui ont leur jour d'anniversaire le même jour qui est le 7 juillet. Et la grand-mère a 77 ans et la petite fille 7 ans.
Et donc elles vont se retrouver au bord de l'Ardèche et se faire un pique-nique toutes les deux, où elles vont partir un peu dans leurs histoires communes et s'échanger ça. Tiens, monsieur Martin, monsieur le maire, ça va? Très bien. On a des petites surprises pour vous. Cet entrepreneur, ici à droite, est le père de Laetitia Casta, la célèbre actrice et mannequin. Il présente à son maire une fontaine qu'il a décidé de lui offrir à l'occasion de cette fête du 7 juillet. Voilà. Pour une surprise, c'est une surprise. Cette fontaine sera inaugurée demain. Elle trouvera place à la mairie. Elle ne distribuera que de l'eau. L'eau de cette fontaine servie le 7 juillet, ça va être une eau porte-bonheur. Vous pourriez en faire un... Tout à fait. Oui. Ouais. Là, maintenant, pour les gens, ils sont plus obligés d'aller à Lourdes. Hein. Mais oui, les jeunes de 7 à 77 ans, la fontaine 7, oui. Mais c'est ça qu'il faut faire, mais oui. Mais voilà, dans le département 7, mais on ne peut pas avoir meilleure source de jouvence que de l'eau. De l'eau, buvez de l'eau. Au total, demain, 99 manifestations sont annoncées. Les Ardéchois espèrent surtout que cette coïncidence entre numéro et date pourra profiter à d'autres, comme par exemple aux Ardennes, département 08, qui pourrait reprendre l'idée en prévision du 8 août 2008. Et je viens de comprendre avec ce reportage pourquoi on dit de 7 à 77 ans. Alors le 7e autour de la table, c'est le téléspectateur, donc question SMS. Le 777 n'est-il pas avant tout une vaste opération marketing? Franchement, qu'est-ce que vous en pensez, Frédéric Lenoir? Évidemment que les marchands récupèrent la superstition populaire. Donc à partir du moment où on pense qu'il y a des millions de gens qui sont sensibles à cette symbolique du chiffre et qui associent quelque chose de positif, tout le monde, tous les commerçants vont chercher à s'adapter à ça, les marchands de jeux, etc. De même, à l'inverse, comme on sait que beaucoup de gens sont superstitieux, ont peur du 13, vous avez plein d'hôtels, vous n'avez pas de chambre 13, d'étages même 13. Donc on peut dire que le commerce mondial s'adapte aux superstitions les plus dominantes. Mais je crois que le problème, il vient plutôt de la superstition populaire que des commerçants eux-mêmes qui font, j'ai envie de dire, qui font leur métier en s'adaptant à cette superstition. Mais moi, il y a quelque chose qui m'étonne sur l'Ardèche, enfin sur ce phénomène du 777, c'est qu'on aurait fait ça il y a une cinquantaine d'années, on aurait eu l'Église qui aurait dit c'est un scandale, les rationalistes, et là, silence plat, on entend parler que de gens qui nous disent que c'est une grande date magique, mais on a l'impression que nos mouvements rationalistes qui ont été si forts en France, puisqu'on est quand même le pays de la raison, et que pendant des siècles, il ne fallait surtout pas dire qu'on était superstitieux, là, il y a un changement radical. Et alors, comment vous expliquez ce changement? D'ailleurs, dans les sondages, il y avait un sondage qui a été fait peut-être il y a 2-3 ans, on atteignait un quart de gens qui s'avouaient superstitieux, parce qu'il y a ceux qui le sont et qui ne le disent pas. Hein. Et là, il y a un nouveau sondage qui a été fait par Ipsos il y a quelques mois, on arrive à 50%. Alors, je ne sais pas, ça a quand même une signification... Moi, je crois que ça vient de l'effondrement de la religion. Oui, je pense aussi c'est qu'avant, la religion captait, si vous voulez, le sens qu'on pouvait donner, le sens symbolique, au sens large du terme. C'est-à-dire que quand on était religieux dans une société religieuse, c'était la religion qui donnait du sens à tout ce qui était un peu invisible. Et aujourd'hui, il y a une crise de la religion. Voilà, et c'était partagé collectivement, ça reposait sur une certaine connaissance symbolique. Aujourd'hui, on assiste à un double effondrement, et du scientisme, du rationalisme, comme vous venez de le dire, qui n'est plus crédible et audible dans nos sociétés, peut-être parce qu'il était trop loin aussi dans la condamnation systématique de tout ce qui n'était pas absolument prouvable selon les critères de la science actuelle, et puis un effondrement de la religion qui fait qu'il y a du coup un boulevard pour tout ce qui est irrationnel et superstitieux. Philippe Grimbert, les rationalistes et les religions ont perdu? Qu'est-ce qui reste? La superstition? On dirait bien, mais on voit bien le passage. Par exemple, on parlait du sport tout à l'heure, quand un coureur cycliste fait le signe de croix ou embrasse sa médaille de la Vierge, cet objet est déjà à la limite du religieux et du fétiche et du doudou, je dirais. Du superstitieux. C'est vraiment, et de la superstition pure. On voit bien que le passage de l'un à l'autre peut quand même se faire assez facilement. Et en effet, vu la perte de vitesse de la religion, il est évident que la superstition, qui est une nécessité quand même intime, parce que je voulais juste revenir un peu sur cette histoire de doudou. C'est quand même intéressant de se dire qu'un enfant, quand il se détache de sa mère, la première chose qui lui permet d'affronter le monde, c'est ce qu'on appelle l'objet transitionnel. C'est un bout de chiffon, c'est un nounours, c'est un objet quel qu'il soit, ou un rituel. Donc on retrouve bien là ce qui ensuite, puisque nous sommes d'anciens enfants, nous n'avons rien oublié de ce que nous avons connu de nos expériences d'autrefois, c'est ça que nous allons retrouver dans la superstition, c'est-à-dire l'attachement à des objets qui vont nous permettre d'affronter le monde et qui vont nous protéger de ce monde aussi. Comment expliquez-vous, comment répondez-vous à la question à l'instant d'Héloïse Mozzani, qui s'étonne que plus personne ne s'oppose à cette célébration de cette journée ludique, peut-être, mais aussi magique et superstitieuse? Ça vient d'où? Je ne sais pas si je peux répondre à votre question, mais en tout cas, j'y vois, c'est-à-dire que
Quand j'ai vu là, le reportage, j'y vois plutôt un côté ludique et festif. Je crois que le côté magique ou mystique est quand même très absent. Il y a quand même la loterie, enfin encore la Française des Jeux qui s'engouffre après le vendredi 13. Bon, c'est quand même... c'est la première fois qu'on voit un phénomène superstitieux prendre autant d'ampleur. À la fois, ça fonctionne parce que ça s'appuie en effet sur l'histoire. Il y a des fêtes qui n'ont pas marché. On parlait du marketing. Halloween, ça n'a jamais été une fête qu'on a fêtée en France. Hein, c'est pas enraciné dans la tradition du tout. Donc, la Saint-Valentin, tout le monde en a ras le turban parce que, bon, c'est pareil, ça ne marche plus. Ça se fête quand même. Hein, mais ça se fête de moins en moins. J'ai l'impression parce qu'on s'est rendu compte que ça servait aux fleuristes et aux bijoutiers. Et bon, et peut-être qu'on manque justement, on manquait après cette période électorale, on en avait marre d'entendre parler de tas de choses. On a besoin de rêver, tout simplement. Elle est montée de longue date. Il y en a qui ont décidé de se marier avant l'élection de Nicolas Sarkozy, je vous rassure. Mais on savait que c'était... Il y a eu des réactions quand même. Moi, je ne suis pas complètement d'accord. Il y a eu des réactions du corps médical. Catherine Vidal à l'Institut Pasteur, qui est dans le livre, qui, elle, est une rebelle aux superstitions, parce qu'elle, elle voit les dégâts quand la superstition devient dépendance, devient drogue, devient... Il y a des dégâts des addicts. De il y a, dans 2 hôpitaux parisiens, j'en ai rencontré d'ailleurs, des patients qui viennent... Au départ, ce sont des superstitieux très sympathiques, un peu comme nous tous, un peu comme on touche du bois, on croise les doigts, et puis qui ne vont pas à un rendez-vous parce qu'ils croisent un chat noir ce jour-là, ou parce que c'est pas le bon jour selon eux, ou parce que ils ont vu telle chose. En quoi ça fait des dégâts? Pourquoi? Parce que pour la vie sociale, c'est très préjudiciable. Ensuite, ça crée des dépendances qui sont quand même très dangereuses. Elle me racontait qu'elle a quand même des patients qui, à force d'être superstitieux, ont besoin de faire 3 fois le tour de la table avant de prendre la parole lors d'une réunion. Alors là, on est quand même grave. Tout à fait dans le domaine de la superstition, mais dans les troubles obsessionnels du comportement, qui sont soignez vraiment, les superstitieux, non, quand ils sont superstitieux, j'ai pas besoin de les soigner. Ils sont des névrosés ordinaires comme vous et moi, c'est-à-dire des gens qui ont juste besoin d'un petit porte-bonheur pour se rassurer, d'un petit rituel parfois pour conjurer le mauvais sort éventuel. En revanche, en effet, quand la superstition entre en force dans un esprit un peu plus compliqué, en particulier dans une structure psychique pathologique, par exemple une psychose, qui est vraiment une maladie mentale grave, c'est pas la névrose ordinaire, une psychose, ça peut donner en effet, cette fois-ci, l'attachement complet au rituel qui fait que la personne ne peut plus rien faire d'autre que de faire ses rituels. C'est-à-dire qu'il gagne tellement de terrain pour se protéger du monde extérieur que le monde extérieur finit par ne plus exister au profit des rituels. Mais c'est une forme de schizophrénie. C'est une pathologie, c'est une pathologie psychique en tout cas, vraiment grave. C'est ce qu'on appelle en effet les TOC aujourd'hui, qui ne sont pas simplement à soigner par les méthodes comportementalistes. C'est une maladie psychique grave qui peut en effet empêcher carrément le sujet de vivre tellement il est pris dans ses rituels. Ça aliène très souvent la liberté en fait. C'est comme tous les usages qu'on peut faire entre guillemets des arts prédictifs, que ce soit la voyance, l'astrologie, la numérologie, ça dépasse le cadre de la superstition. C'est qu'il y a beaucoup de personnes qui deviennent complètement addictes, comme vous le disiez, à ce type de choses et qui ne peuvent plus prendre une décision avec leur libre arbitre, qui ont le sentiment que c'est parce que il y a tel événement extérieur, tel transit planétaire dans le ciel, qu'il y a tel chiffre, qui vont pouvoir faire une action. Donc ça leur commande leur liberté. Donc c'est le monde extérieur, à travers la manière dont ils vont le déchiffrer, selon une symbolique assez complexe, qui va commander leur liberté. Ils sont aliénés. Et ça, je pense qu'il y a un délire interprétatif des signes qui se répand chez tout un certain nombre d'individus un peu fragiles et qui n'arrêtent pas de lire ce genre de choses. Et c'est pour ça qu'il y a un vrai... C'est pas dangereux en soi pour moi, mais ça peut devenir un danger selon l'usage qu'on en fait. François Mitterrand consultait Elisabeth Tessier, il était aliéné, non? Non, parce qu'après, c'est une question de si vous gardez votre esprit critique ou pas. C'est là ce qu'on disait tout à l'heure. On a tous un côté rationnel, irrationnel. Il faut que le côté rationnel l'emporte et qu'on reste toujours un peu dubitatif par rapport à nos propres croyances, un peu en doute par rapport à nos propres superstitions. Si on adhère complètement sans esprit critique, c'est là que ça devient dangereux. Alors, on va passer aux questions SMS de C'est dans l'air. Après le 6 juin 2006, le 7 juillet 2007, tout ce cinéma jusqu'au 12 décembre 2012 n'est-il pas un peu ridicule? Alors, le numérologue, par définition, va être hostile à cette question. Oui, je suis assez hostile à ce phénomène parce qu'au fond... Pour moi, j'avoue d'ailleurs que j'étais très surpris cette semaine, parce que moi je ne pensais pas du tout au 7 juillet 2007. D'un seul coup, le téléphone s'est mis à sonner, j'ai eu les radios, les journaux de province qui m'appelaient.
pour me dire, mais qu'est-ce que vous pensez de ce jour fatidique, ce jour extraordinaire? Mais je dis, moi, j'en pense rien du tout personnellement, parce que c'est un jour comme un autre. Simplement, il y a une symbolique des nombres qui illustre ce jour, contrairement à d'autres jours. Mais vous, toujours... numérologue, vous allez faire des choses particulières demain? Pas du tout, pas du tout. Demain, vous n'allez pas jouer au loto? Non, je ne joue pas au loto, mais de toute façon, pour moi, ça ne change rien du tout. Je vous assure que je pensais même tout à l'heure au 8-2008. Eh bien, pour les Chinois qui débarrent les Jeux Olympiques à Pékin le 8 août 2008, ben là, ça va être très important pour eux parce que le chiffre sacré en Chine, c'est le 8. Ah bon. Et la totalité de la date du 8 août 2008 donne 26. 2 plus 6 égale 8. Donc, la journée totale calculée va donner le 8. Alors là, je crois que les Chinois vont se régaler et je crois que ça va être un grand succès. Donc, il faut se marier le 7 juillet 2007 et il faut aller accoucher un an après, finalement, en Chine, à Pékin. Voilà. Le secteur de la numérologie constitue-t-il un marché lucratif? Détrône-t-il l'astrologie? Est-ce que vous avez des consultations, par exemple? Oui, bien sûr. Je travaille depuis 25 ans, principalement d'ailleurs en entreprise. J'ai quelques clients sur le plan privé, mais je travaille beaucoup dans le marketing, parce qu'il y a aussi des marques qui ont des nombres, Chanel, 1, 2, 3. C'est votre métier, c'est pas un hobby? C'est pas un hobby, c'est mon métier depuis 25 ans. Et ça coûte combien une consultation chez un numérologue? Une consultation chez un numérologue, pour un privé, c'est 120 €. Et en entreprise, alors là, évidemment, c'est sur des devis selon l'importance du travail, parce que je travaille aussi bien dans l'aide au recrutement que dans la stratégie ou dans le marketing, en ce qui concerne les produits, les noms de produits et les lancements de produits, comme on le fait aux États-Unis couramment, et comme on le fait aussi dans le monde asiatique. Parce qu'il ne faut pas s'imaginer que tous ces produits que l'on voit dans le monde soient complètement le fruit du hasard. Il n'y a qu'en France qu'on n'a pas tellement cette ouverture d'esprit. C'est pour ça que j'ai plus travaillé dans le Nord, parce que les Danois, les Hollandais, les Allemands et les Anglais sont plus ouverts à ce genre de domaine. Le scepticisme toujours des téléspectateurs de C'est dans l'air. Qui gagnera le plus samedi? Les casinos, les organisateurs de mariage, les loueurs de salles ou les agences de voyage, à votre avis? Tous. Les casinos gagnent toujours. Les casinos gagnent toujours. À la première Il y a question. toujours le 777 dans les casinos. Vous avez remarqué sur les machines à sous. C'est un grand chiffre fétiche chez les joueurs, le 7. À mon avis, non, ce qui se produit, c'est assez exceptionnel. Je ne pense pas qu'on aura le 8-8-2008 après parce qu'il y a un vendredi 13 la semaine prochaine. Et qu'est-ce qu'on fait ce jour-là? Dont on parle plus du tout. L'autre fois, on nous appelait pour le vendredi 13. Il va se passer quelque chose en 2013, monsieur le numérologue? Non. Il y aura encore des grands débats. Mais de toute façon, il n'y a pas de 13e mois. On fantasme beaucoup sur 2012, en fait, puisque pour beaucoup de prédicateurs, beaucoup de grands prévisionnistes, et y compris même un astrologue très connu chez nous, André Barbeau, qui a aussi parlé beaucoup de 2012, et en astrologie mondiale, on parle beaucoup de cette année comme une année... Qu'est-ce qui va se passer? Ça peut être un changement d'air, ou ça peut être un changement radical de civilisation ou de façon de vivre. Je ne sais pas. Pour moi, personnellement, je n'ai pas perçu sur une année, sur un plan universel, d'événements particuliers. On a 5 ans devant nous. Vous nous avez dit que c'était un bon chiffre 5. Donc, jusque-là, les superstitions sont-elles en contradiction avec la foi chrétienne? Ben oui. Ah oui. Effectivement, c'est que ce que je disais un peu tout à l'heure, c'est que la foi chrétienne repose sur l'idée que l'homme est libre face à un Dieu qui, en toute liberté aussi, peut lui donner la grâce. Et donc, avoir une superstition, c'est nier la toute-puissance de ce Dieu, c'est nier le fait qu'il peut nous aider, nous donner grâce. On s'appuie sur un objet plutôt que sur la foi en Dieu. Mais, cela dit, cela étant posé théoriquement, beaucoup de croyants, beaucoup de chrétiens lient un peu les deux. C'est ce que vous disiez tout à l'heure, c'est que là, entre la religion et la superstition, il y a beaucoup de passerelles, et que souvent, qu'on va prier un saint, qu'on va faire des invocations, des rituels religieux, ça se fait dans une optique plus superstitieuse qu'une optique religieuse. Et la superstition est une sorte de panthéisme aussi. Entre la religion et la superstition. La religion, c'est un ensemble de dogmes. La superstition, chacun se fabrique ses petites superstitions. Parce que bon, on a celles qui font partie de notre patrimoine, mais il y a toutes les superstitions individuelles. Et à mon avis, on est rentré dans une phase d'individualisation de la superstition. Mais certains pensent que les religions sont des superstitions collectives. Alors oui, alors c'est la religion de l'autre, la superstition, mais ça... Pour un rationaliste dès l'Antiquité, la religion, et pour Freud par exemple, qui est un rationaliste pur, absolument. Dans l'Avenir d'une illusion, on nous explique que la religion est née du désemparement de l'enfant, qui constate tout petit que son père et sa mère ne sont pas tout puissants pour le protéger, il va se mettre à croire en des forces surnaturelles pour le protéger. Se fabriquer un père supérieur. Voilà. Les gens qui se marient demain, donc samedi, ont-ils vraiment moins de chances, j'allais dire, c'est sans doute moins de risques de divorcer?
Est-ce que vous... Alors là, je pense sincèrement, je n'en pense rien, parce que, en fait, si j'étudie les vibrations, les cycles d'un couple, que ce soit le 7 juillet 2007 ou une autre date, pour moi, ça n'a pas de sens particulier que ce soit le 7 juillet ou une autre date. Vous, numérologue, vous n'avez conseillé à personne de se marier demain? Écoutez, je vais être sincère avec vous. Il m'est arrivé d'étudier des dates de mariage en 2006, en 2007 au mois de juin, là, il n'y a pas longtemps. Je n'ai aucune date de mariage étudiée pour le 7 juillet 2007, et même pas pour le mois de juillet d'ailleurs. Mais moi je pense que c'est peut-être le mariage le 7-7 va peut-être leur porter chance entre guillemets, dans la mesure où ils sont tellement persuadés que le chiffre va être bénéfique, que même s'il y a des scènes de ménage, on va se marier le 7-7. Vous savez, la voyante, suggestion. Non, mais tout à fait. La voyante qui a dit à la mère de Freud qu'elle accoucherait d'un grand homme, à mon avis, n'a pas vu que Freud deviendrait un grand homme, mais la mère a entendu tout à fait et a probablement fait passer à son fils ce désir qu'il devienne un grand homme. Non, mais c'est comme quand Freud disait un Romain qui trébuche, qui trébuche, retourne dans son lit, il a parfaitement raison, c'est qu'il n'est pas entièrement tourné vers son projet. Dans la superstition, il ne faut pas... Il est à l'écoute de son acte manqué. Et voilà, alors lui, évidemment, c'est de l'inconscient qui parle. En Angleterre, il y a une association médicale, la très sérieuse British Medical Association, qui a fait une étude statistique. Et c'est très amusant parce qu'ils se sont rendus compte que le 13, où l'histoire se passait sous l'échelle, il y avait plus forcément de problèmes ou de gens qui dérapaient, tout simplement parce qu'ils y pensaient tellement que ça arrivait. Ils ont fait une étude très sérieuse là-dessus. Et comme disait mon voisin, en Angleterre, on rigole moins. Alors c'est vrai que ce n'est pas le pays de Descartes, mais on est plus ouvert à ça. On en parle plus facilement. Autre question, quand je descends les escaliers, je me dis que si j'arrive en bas du pied gauche, ma journée sera bonne. Est-ce grave, docteur? Non, mais si vous y parvenez, votre journée sera bonne parce que vous l'aurez décidé ainsi. Toujours l'autosuggestion. Donc c'est le côté, tant que c'est pas trop, finalement, c'est le bon côté. Oui, mais c'est toujours ce superstition. glissement du normal au pathologique. Enfin, Freud avait dit que souvent la pathologie était une exagération de traits normaux. Et la superstition reste, comme je le disais tout à l'heure, quelque chose de normal en nous, c'est-à-dire nos petits rituels secrets qui nous aident à affronter la difficulté de la vie. Mais dès que ces rituels se grèvent sur une personnalité plus fragile ou entrent dans le domaine pathologique, on arrive à ce moment-là à voir ces excès dont je parlais, c'est-à-dire ces gens qui ne peuvent plus rien faire sans se laver les mains 10 fois par jour, sans tourner autour de la table, comme vous le disiez. Il y a une fragilité, dans l'impossibilité de vivre, le rituel a pris la place de la vie. Pourquoi passer sous une échelle porte-t-il malheur? Mais ça remonte au temps de la... Enfin, il y a le symbolisme grec, mais ça, c'est... Toujours la même chose, la raison essentielle, c'est que sur toutes les iconographies médiévales, on voit lors de la crucifixion l'échelle sur la croix, le Christ se passait dessous. Et après, il y a eu, à l'époque des pendaisons, bien plus tardivement, au XVIIe siècle, sur certaines illustrations, déjà. Pas sur toutes, parce qu'on n'en est pas convaincu. Mais c'est surtout au XVIIe siècle, c'est pendant les pendaisons, le bourreau contournait l'échelle et le condamné passait en dessous. Donc l'origine de la superstition, c'est passer sous une échelle pendue. C'est devenu porte-malheur. C'est pas tout simplement par sens pratique, parce qu'on a toujours un risque de prendre quelque chose sur la tête. Mais c'est vrai, il y a du sens pratique dans la superstition. Que pensez-vous des gratte-ciel américains qui n'ont pas de 13e étage? Est-ce que le 14e devrait porter malheur puisqu'il est 13e de fait? Qu'est-ce que vous en pensez? Aucun n'est architecte ici. Non. Moi non plus, mais j'ai vérifié l'information, effectivement, je l'ai vérifié par moi-même. Moi, je trouve ça plutôt grave. Moi, je m'intéresse au phénomène des superstitions, mais une société qui, à ce point-là, tient compte des superstitions, moi, je trouve que c'est un peu grave. Et les États-Unis, je ne vais pas relier avec certains phénomènes aux États-Unis, religieux, évangélisme, on peut le faire aussi. Il y a beaucoup de rues dans Paris qui ne portent pas le numéro 13. Oui. Il y a beaucoup de rues dans Paris. On passe du 15 au 15 bis, oui. Et alors, une anecdote dans le livre, c'est au théâtre du Palais Royal, il y a un 13 qui est en plastique. Alors, quand il y a des superstitieux, ils le retirent, et quand il n'y a pas de superstitieux, ils le remettent. Il y en a même qui disent, des comédiens qui disent, moi je ne suis pas superstitieux, je m'en fous, vous pouvez le mettre, je brave la superstition. Et il y a des gens qui s'énervent, comme Robert Hossein, qui lui est un rebelle aux superstitions, parce que un ras-le-bol des superstitieux. Il y a des gens, notamment des stars, qui au contraire, pour qui le chiffre 13 est très positif. C'est Claude Lelouch, qui appelait film 13. Lelouch, oui, tout à fait. Film 13, 13, tout est lié au 13 chez lui. Comme quoi, vraiment, c'est très subjectif. Mais le 13 a toujours porté malheur, et c'est peut-être parce qu'une personnalité comme Lelouch, avec son film 13, et puis il a des anecdotes très amusantes sur le 13, a commencé à dire que c'était... Oui,
qu'il y a eu un renversement, parce qu'il y a des phénomènes de mode dans les superstitions. Les chiffres qui portent chance sont-ils tous les mêmes ou différents d'un pays à l'autre? Eh ben, c'est différent. Différent. Alors c'est ça qui est assez étonnant, c'est ce qui montre bien d'ailleurs par la relativité culturelle, le fait qu'on n'est pas devant un phénomène scientifique, c'est que la symbolique n'est pas la même d'un pays à l'autre, et donc comme on n'est pas dans des symboliques qui sont toujours les mêmes, la différence, à savoir est-ce que ce sera un chiffre heureux ou malheureux, peut varier. Vous l'avez dit tout à l'heure avec l'exemple de la Chine et le chiffre 8, ce qui montre bien qu'on est devant quelque chose qui est beaucoup lié à un phénomène culturel. Pourquoi toucher du bois porte-t-il bonheur? C'est le bois de la croix. Les églises autrefois avaient des petits morceaux de... Donc on touchait le bois de la croix. Alors après, maintenant, ça peut être une table, les Anglais, c'est la tête. Et être superstitieux, pourquoi ça porterait malheur? En tout cas, il paraît qu'on ne dit pas bonne chance, donc un grand mot de Cambronne à tous ceux qui se marient demain. Longue vie à eux, bien sûr. Merci de votre fidélité. Vous restez avec nous ce soir, tout de suite, sur France 5, sur la TNT. Vous pouvez nous retrouver à partir de 22h30 sur la TNT, le câble satellite et la DSL. Très bon week-end à tous, à lundi.